Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. N'hésitez pas à me le dire dans le chat si tout est OK niveau son. Je pense que c'est bon. OK, parfait. Bienvenue pour cette table ronde autour du mobile et de sa stratégie pour 2021. Donc, on est parti pour rester 1 heure ensemble. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Florian Desrousseaux, chargé de marketing chez Ipon Technologies et je suis en compagnie de Willy. Bonjour à tous. Donc, Willy Rouve, moi je suis manager de l'agence nantaise et responsable de l'offre mobile et de sa practice associée. Voilà, on est en compagnie d'Éric, Mathieu et Romain. Ils auront l'occasion de se présenter juste après. Donc, merci de nous avoir rejoints. Je vais d'abord faire un rapide tour de l'outil que vous avez face à vous. Donc, sur votre droite, vous avez le chat. Vous avez également un onglet questions. Donc, je vais vous inviter à poser vos questions à cet onglet. Vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. C'est celle-là qu'on répondra en priorité. Et également un onglet sondage. Donc, à la fin de ce webinaire, je mettrai à disposition un petit sondage pour noter de la qualité des interventions. Donc au niveau du format de ce webinaire, on prévoit environ 1 heure. Donc il y aura 45 minutes d'échange avec nos différents intervenants et on prévoit entre 10 et 15 minutes de questions à la fin. Un petit mot rapide d'Ipon, donc qui organise cette table ronde. Donc Ipon, c'est un cabinet de conseil international indépendant. Aujourd'hui, Ipon, c'est 500 collaborateurs qui travaillent dans 4 continents. Donc on est bien sûr présent en France, on est présent aux États-Unis, en Russie et en Australie. On a un objectif de forte croissance organique puisqu'on souhaiterait, avoir notre millième collaborateur pour 2024. Et chez Ipon, nous croyons que l'énergie collective, c'est vraiment le centre d'une transformation numérique réussie. Et on accompagne nos clients pour leur permettre de devenir innovants et performants sur leur marché. Donc, petite surprise de cette table ronde, on profite pour vous annoncer l'ouverture d'un concours pour gagner un accompagnement de 40 jours, donc un Discovery mobile. Donc, l'idée de cet accompagnement, c'est de vous mettre à disposition des experts mobile tech, des experts produits et design pour concevoir l'application de vos rêves. Donc, le concours est ouvert à toutes les entreprises. Il est ouvert à partir de maintenant, donc je vous invite à scanner le QR code. Je vous mettrai juste après un lien dans le chat également. Donc vous avez tout l'été pour y participer. Les candidatures seront fermées à partir du 3 septembre et on prévoit d'annoncer le gagnant le 14 septembre. Donc l'idée de ce concours, la finalité en fait du Discovery, c'est de vous accompagner dans la réalisation des 10 premiers écrans clés, de valider tout l'aspect technique et les choix techniques de développement, de finaliser un backlog pour définir un MVP, etc. Donc, je vous invite à aller sur cette page. Concernant le processus de sélection, donc ça sera fait à partir d'un jury Ipon qui va sélectionner les candidatures en fonction de différents critères, notamment les enjeux business et stratégiques auxquels répond l'application. On va aussi prendre en compte la qualité du pitch, le caractère innovant, etc. Donc voilà, je vais mettre le lien juste après dans la description et vraiment je vous invite à y participer parce que je pense que c'est une belle opportunité pour les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens techniques et humains de réaliser une telle application. Et maintenant, je vais donner la parole à Romain qui va pouvoir se présenter. Bonjour à tous, Romain Curie. Du coup, je suis CTO digital du PMU. En 2 mots, j'ai très longtemps été baigné dans le développement et depuis quelques années, je suis surtout dans la gestion des équipes et de nos projets. Récemment, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qu'on a fait autour de la refonte justement de tout notre écosystème digital, à savoir le web et les applications mobiles. Donc, c'est tout trouvé pour en parler aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc Mathieu Bocnet, je suis IoT Manager au sein du groupe Manitou. Je ne suis pas sûr que le groupe Manitou, ça parle à tout le monde, juste quelques mots. Donc Manitou conçoit, fabrique et distribue du matériel de manutention tout-terrain.
que l'on trouve régulièrement sur le marché agricole, donc chez les agriculteurs ou chez les artisans sur des chantiers de construction. On opère donc sur 3 marchés, globalement la construction, l'agriculture et l'industrie. On a différents types de clients, c'est-à-dire qu'on a des clients agriculteurs ou artisans qui ont une machine, 2 machines, et puis on a des clients type Loxam ou Kiloutou, ça doit vous parler également, qui ont des flottes de machines assez importantes. Et on a un modèle de distribution qui est principalement indirect à travers un réseau de distribution indépendant, mais qui est également direct, puisqu'on traite notamment avec des grands comptes type Veolia, Vinci, l'armée ou des grands clients dans le minier, voilà, qui nous achètent aussi directement des machines. De plus en plus, on est orienté vers le service. Manitou, je fais moi-même partie de la division services et solutions. Et donc, la machine connectée, la connectivité, donc l'IoT au sein de la machine, va venir aussi faire l'intermédiaire entre la machine et le service demain pour aller, c'est notre souhait, je ne sais pas exactement quand, vers du paiement à l'usage, j'ai envie de dire, ou du paiement au cas d'usage derrière nos machines. Voilà en quelques mots le groupe Manitou. Et bonjour à tous, moi je suis Eric Eligère, je suis Product Manager au sein de la fabrique numérique des ministères sociaux. Alors les ministères sociaux, c'est le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail. Donc voilà, ça laisse un large champ de produits possibles et de services possibles. Donc nous, on fait des startups d'État qui, alors c'est le mot startup parce qu'on s'inspire des méthodologies des startups, mais c'est bien des services publics numériques qui sont développés au sein de cette fabrique. Et on fait partie d'une communauté qui s'appelle betagouv.fr. Donc, c'est une communauté d'incubateurs et de fabriques qui sont dans tous les ministères. Voilà. Et on s'entraide pour faire des produits qui ont le plus d'impact possible, dont des applications mobiles. Ok, top. Bah, merci Eric. Je vais reprendre la main. Donc, je suis extrêmement fier d'animer cette table ronde avec, on l'a vu, un panel d'invités d'exception. Puis, on va commencer par notre première question, non des moindres. Pourquoi faire une app mobile ? En réponse à quelle stratégie? Comment cet outil sert-il des enjeux business? Romain, je te laisse démarrer ces échanges. Pourquoi le mobile au PMU? En réponse à quelle stratégie? Oui, bah c'est vraiment dans l'air du temps. Je pense que nous, ça fait quand même longtemps qu'on a des applications mobiles. C'est quand même principalement des usages de compléments. On a vu que au début, on pouvait parier sur les sites web. Après, on a vu l'avènement du mobile. Donc, on s'est tout trouvé de faire des applications. Mais on a vraiment un intérêt là-dessus. Ça nous permet de faire de la prise de paris sur Internet, mais on a aussi des applications mobiles désormais qui sont disponibles en point de vente et qui font de la dématérialisation. Ça veut dire que vous pouvez préparer un pari qui va vous générer un QR code, d'ailleurs un ou plusieurs paris. Vous les scannez finalement dans le point de vente où vous vous trouvez et vous prenez votre pari assez rapidement. Ça a pas mal marché, notamment avec le Covid, puisque finalement ça met aussi pas mal en avant les gestes barrières, ce qui est plutôt pas mal. Et chez nous, sinon, pour parler un petit peu mobile, je pense qu'il y a vraiment un engouement des parieurs autour du mobile, puisqu'on voit, nous, qu'on a fait 70% d'enjeux en plus sur le online sur l'année écoulée. Donc, on fait aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires total du PMU. Le chiffre d'affaires total, c'est à peu près 10 milliards, donc c'est pas rien, sur le mobile. Enfin, sur le online, pardon. Et dans cet univers online, on a 60% des clients qui jouent sur mobile et donc qui génèrent 60% du chiffre, surtout sur mobile. Donc, c'est super important. Et on peut le voir sur le début de l'année écoulée. Encore là, on a plus 30% de joueurs qui se dirigent sur le mobile à nouveau. Donc, on a vraiment un gros challenge autour du mobile. On voit que ça explose. Ok, merci. Eric, je sais que côté fabrique numérique, il y a une réflexion justement sur le lancement d'une app. C'est un peu plus particulier? Alors effectivement, chez nous, quand on lance une app, enfin d'ailleurs, on ne dit pas on va lancer une app, on dit qui a un problème. On commence par chercher qui a des problèmes, qui a des irritants. Donc on a 2 modes de lancement d'applications chez nous. Le mode, on va dire, nominal, c'est un appel à idées, donc à tous les agents du ministère qui reçoivent un mail pour leur demander s'ils ont vu quelque chose autour d'eux qui pensent pouvoir améliorer. Et donc ça nous permet de récupérer tout un tas d'idées constatées sur le terrain, avec des problèmes constatés sur le terrain.
on sélectionne les 10 à 20 meilleures idées et ensuite on les fait pitcher en centrale. Et ça permet de lancer 1 à 2 startups d'État. Donc, ils pitchent devant, devant le secrétaire général, enfin, en tout cas, voilà, de la directrice du numérique, devant et éventuellement des fois aussi des partenaires, des startups du privé, alors dans le milieu social, hein, pas dans le milieu. Enfin, ça reste en cohérence avec ce qu'on fait. Et donc, et ça nous permet de lancer voilà, 1 à 2 startups d'État par année. Hein. Donc, je reprécise hein, bien pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais les startups d'État, c'est pas ça crée bien des services publics numériques, donc c'est pas des startups du privé. Il n'y a pas de stock option pour les personnes qui le font. C'est des agents du public qui travaillent. Donc, généralement, voilà, on récupère un agent public qui devient, on appelle ça, c'est le PO, mais c'est un intrapreneur. Et voilà, ça me permet de lancer le produit qui correspond à son idée. Aujourd'hui, on travaille, on lance souvent des phases on commence toujours par une phase d'investigation, donc aller vérifier que la problématique est bien réelle. Et puis derrière, on a globalement 6 mois pour sortir une première version du produit utilisable et qui est satisfaisante pour les utilisateurs et qui prouve son impact sur le monde réel. C'est ce qui est pas toujours simple à démontrer. Et l'autre façon de lancer un produit, c'est que de temps en temps, c'est des commandes publiques. Hein. On a lancé, par exemple, le code du travail numérique, parce qu'il y avait un texte de loi qui décrivait qu'on devait lancer le code du travail numérique. Et c'est tombé chez nous parce que, par rapport à nos méthodes de travail, on pensait qu'on pouvait apporter quelque chose en plus sur le développement de ce produit. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un site qui fonctionne plutôt bien. Et après, est-ce que des fois c'est du mobile, des fois c'est du site, ça dépend vraiment du type de produit et de la cible et des personnes et des cas d'usage. Ok, merci. Effectivement, on va le voir, hein, le mobile doit répondre à un besoin, ça reste un outil, hein, je rejoins complètement là-dessus. Tu parlais un peu de timing, on reviendra peut-être aussi quand on parlera de time to market optimisé juste après dans les prochaines questions. En attendant, je vais laisser la parole à Mathieu donc pour finir ce tour de table, cette même question pour le groupe Manitou. Merci Willy. En effet, le groupe Manitou, je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, mais on est principalement dans une activité de B2B. Donc c'est assez différent finalement de ce qui vient de vous être présenté par mes deux collègues. Et c'est une activité de B2B et justement à travers l'IoT, à travers la connectivité de nos machines, surtout qu'on est dans un modèle de distribution principalement indirect, l'objectif de cette application mobile qui s'appelle My Manitou était de rapprocher finalement l'utilisateur final qui est un client indirect ou le propriétaire de la machine, je vais dire l'artisan, l'agriculteur pour faire simple, qui a en général une toute petite flotte de machines, donc 1 à 4 machines. Je ne parle pas de nos énormes clients. Nos énormes clients, on fait quoi? On leur fournit une plateforme dédiée de gestion de flotte ou on leur fournit des API aujourd'hui. Donc, ces petits clients, entre guillemets, hein, ça représente quand même pour eux un élément important. C'est vraiment la machine, c'est ce qui leur permet de travailler au quotidien. On voit d'ailleurs une nacelle élévatrice juste derrière moi là, sur la photo. C'est quoi? C'est un couvreur. Qui va utiliser ça principalement pour son activité, par exemple. Il va potentiellement avoir des employés. On a des maçons qui utilisent également, on va dire, nos chariots télescopiques. On a également des agriculteurs. Bon, l'opportunité finalement issue de la connectivité, en 2018, on a décidé de connecter en standard, c'est-à-dire que nos machines sont devenues en standard des objets connectés. Et du coup, l'application mobile était devenue le moyen naturel. On n'avait pas d'application mobile, nous, dédiée à nos utilisateurs Manitou. Pourquoi? Parce qu'ils sont clients de nos concessionnaires, de nos distributeurs, mais ils ne sont pas véritablement clients directement du groupe Manitou. Donc, l'objectif, c'était, à travers la connectivité de nos machines, de pousser de l'information à travers justement cette application mobile qui reste un moyen, l'application est un moyen pour pousser les données, finalement, majeures issues de leur machine. Les données, c'est quoi? Pour l'instant, on reste sur des données relativement basiques. Ma machine, elle a travaillé combien d'heures? Elle est localisée à quel endroit? Elle en est où de sa consommation de carburant? Est-ce que j'ai besoin de remettre de l'AdBlue? Où est mon niveau d'AdBlue, etc., etc. Donc là, finalement, cette application mobile devient une espèce de coach personnel de l'utilisateur de la machine,
Ça devient également, finalement, ça sert à être un jumeau virtuel. C'est-à-dire que ça permet de pousser des données qui sont à l'intérieur de la machine, finalement, et qu'on ne voit pas forcément, on va dire, au tableau de bord, où on en a besoin dans un usage différent. Et donc, l'application mobile était plutôt intéressante par rapport à ça. Surtout que ce n'est pas toujours le propriétaire de la machine, qui est donc propriétaire de l'application, j'ai envie de dire, qui utilise la machine. Donc, ça lui permet aussi, globalement, quelque part, de veiller au bon fonctionnement de ces chantiers. Donc, je le disais tout à l'heure, ça permet de rapprocher le client à l'industriel, mais on a un objectif tripartite aussi, nous, à travers cette application, c'est que le distributeur, le concessionnaire, doit également avoir un rôle dans cette application. Donc, ça veut dire qu'on a bien plusieurs entrants, et donc on rentre dans une logique aussi, quelque part, tripartite entre le concessionnaire, son client, et puis le fabricant, globalement, qui est Manitou. Il y avait un enjeu d'innovation et d'image aussi pour le groupe Manitou, c'est-à-dire que forcément, on innove avec des machines qui soulèvent de plus en plus de poids, qui sont de plus en plus performantes, avec de plus en plus de sécurité, etc. Mais globalement, l'innovation, aujourd'hui, elle passe beaucoup par le digital, par la data, pour avoir une image de marque innovante. Et c'était important pour nous aussi, quelque part, d'avoir une application My Manitou, comme on a My Peugeot, My BM, etc. C'était globalement important pour nous par rapport à ça. Et pour terminer, il y avait un enjeu aussi autour de ce que j'ai appelé la fluidification de l'expérience apportée à nos clients, avec une logique omnicanal, c'est-à-dire que le client utilisateur final qui a sa machine, lui, il va avoir son application My Manitou, mais le concessionnaire, il va avoir accès aux informations via une autre solution, et le loueur de machine, il va avoir accès aux informations via les API. Donc, on a une logique aussi omnicanal à gérer à travers la communication de ces données, et donc, il faut qu'on repense finalement l'expérience client sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et en ça, le mobile était un élément fort, notamment pour adresser, comme je le disais tout à l'heure, la cible de nos clients utilisateurs, agriculteurs ou artisans. Ok, merci. C'est intéressant. Il y a des termes qui ressortent. Que Romain, tu parlais de dématérialisation. Mathieu, tu parles de multicanalité, voire même d'omnicanalité. Je rejoins effectivement la définition d'un produit mobile. Pour moi, c'est pour permettre tout cela, l'application ne doit pas être quelque chose qui vit seul. On ne fait pas des apps qui sont isolées du SI, bien évidemment. L'idée, c'est de créer un nouveau canal, une nouvelle expérience. Et c'est notre force, justement. On se doit d'être en capacité d'intégrer le mobile dans un l'écosystème de notre client, faire un vrai projet de transformation digitale et pas uniquement une application qui vit sa vie. Donc, il y a vraiment un potentiel. On parle des fois aussi de plateformisation derrière, cette cible justement d'ouvrir un peu le mobile, mais aussi dans tout son back-end à des usages et des services de demain. C'est vrai que je me permets, Willy, mais en effet, moi, je découvre aussi le métier, le business aussi de Manitou et le côté omnicanal. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est la clé, en fait. Aujourd'hui aussi, nous, c'est vrai qu'on est parti, on va en parler, c'est un peu la transition peut-être pour après, mais les enjeux qu'on a eu aussi, nous, sur le lancement de ce qu'on va sortir là, début juillet, d'ailleurs, je vous inviterai peut-être à aller faire un tour début juillet sur nos nouvelles apps ou nos nouveaux sites web, mais c'est l'omnicanalité, c'est super important parce que nous, on avait des parcours qui étaient très différents. En fait, on est parti d'un rapport d'étonnement de notre DSI qui nous a dit, mais j'ai un Android, j'ai un iOS, j'ai pas accès aux mêmes informations, pas de la même façon, je suis perdu. Je suis sur un site web, c'est encore pire. Sur du web mobile, j'en parle même pas parce qu'on a beaucoup de clients aussi qui ne désirent pas installer les applications et donc qui vont sur du web mobile. Et là, c'était vraiment, on te coupait un bras et une jambe, tu perdais la moitié des features. Donc c'était vraiment dommage. Et c'est vrai que le gros enjeu du projet qu'on a mené là, de cette refonte digitale, c'est finalement d'avoir que l'utilisateur, que le parieur se sente tout le temps chez lui, peu importe son device, que ce soit du desktop, du web mobile, que ce soit sur un Android ou un iOS, on est toujours au même endroit. Après, on a une particularité au PMU, c'est qu'on a tout en double, puisqu'on peut parier sur Internet ou en point de vente. Donc, du coup, on a des applications online et offline. Et donc là, pour le coup, on est resté dans une logique omnicanal avec la législation qu'on doit appliquer, à savoir différencier les univers quand même, mais c'est très léger. Et c'est vrai que c'est vraiment c'est ce qui a été au cœur, en tout cas, de notre refonte. Écoute, on est sur un échange, une table ronde, donc merci pour l'intervention et ça me fait aussi rebondir. C'est assez intéressant ce que tu racontes parce que pour nous, pour l'ensemble de nos clients, ce qui revient assez souvent, c'est un souhait de proposer une expérience unique par support d'un point de vue interface, mais aussi d'un point de vue fonctionnalité.
Là, de ce que je comprends, le PMU, c'est autre chose. Vous recherchez vraiment à avoir une expérience unique, peu importe le device, l'uniformisation des parcours. Donc, c'est vraiment une approche différente, une autre philosophie, et c'est assez intéressant, justement, ce point de vue, si tu confirmes. Ah oui, je te le confirme tout à fait. En fait, nous, on est vraiment parti. En fait, on a été voir nos clients, donc en point de vente, chez eux, ceux qui parient sur Internet. On s'est rendu compte que ce qui pouvait manquer aujourd'hui, c'est justement cette différence, mais plutôt la différence de fonctionnalité. Tu vois, ne pas proposer la même gamme de paris, ne pas proposer la même offre. Par exemple, on a un pari clé, le report plus, qu'on ne propose que sur Internet aujourd'hui, alors que tout le monde le demande sur mobile depuis des années. Et ça, c'est important pour nos parieurs. Finalement, en tout cas, pour nous, ça a été plus que de différencier justement un theming iOS ou Android, par exemple, avec des fonctionnalités différentes. Ça n'empêche pas qu'on a Face ID sur iOS et Fingerprint sur Android, par exemple, pour se connecter. Là c'est technique, mais en tout cas, on a vraiment été sur ça, en effet. Ok, top. Je pense qu'on va pouvoir passer sur l'autre slide. Du coup, Florian, on va attaquer la prochaine question. Ok, parfait. Donc l'idée, c'est ça. C'est est-il préférable de partir d'une page blanche ou d'une version ultérieure? Donc Eric, je vais te laisser la parole. Je pense que la question est vite répondue côté ministère. Oui, voilà, par rapport au mode de fonctionnement que j'ai expliqué, nous, généralement, on part d'une page blanche. Donc, on ne se pose pas trop la question de partir d'une version ultérieure et d'améliorer quelque chose existant. Surtout que, souvent, si on vient nous voir avec une version ultérieure, on accompagne la transformation aussi des ministères en essayant d'expliquer comment on peut travailler un petit peu différemment et faire des choses différentes, et travailler avec toutes les, en agile ou en lean startup. Et souvent, quand on vient avec les personnes qui viennent avec les versions ultérieures, elles ont tendance à vouloir reproduire exactement à l'identique ce qu'elles avaient avant avec la nouvelle techno d'aujourd'hui. Et quand on commence à leur expliquer que nous, on va plutôt se poser la question de ce dont les utilisateurs ont besoin, voilà, c'est assez compliqué. Donc, on préfère généralement partir d'une page blanche. Ok, effectivement, avec cette notion de mettre l'utilisateur au centre. Bon, après, il y a un intérêt, hein, j'imagine, à partir d'une page blanche. Ça vous permet aussi d'être toujours à jour vis-à-vis des normes. Je pense qu'au ministère, vous faites office de bon élève sur tout ce qui est obligation légale, RG2A haute. Peut-être nous en toucher deux mots. Alors, clairement, tout ce qui est, toutes les normes et tous les référentiels, tous les règlements, on essaie de les suivre, de les appliquer à la lettre. Donc, si on prend déjà la RGPD, on parlait Romain un petit peu tout à l'heure, voilà, ça fait partie des choses qui sont qu'on prend nativement en compte. Tout ce qui est les aspects sécurité, ou alors là, on essaie d'appliquer une méthode un petit peu différente, puisqu'on essaie de dire qu'on met le niveau de sécurité qui correspond au périmètre de déploiement du produit. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'anticiper trop de problèmes. Si on a 15 utilisateurs au début, voilà, on ne met pas la sécurité qui permet de ne pas être hacké par je ne sais pas qui à l'extérieur. Voilà. Et après, il y a aussi la partie accessibilité aujourd'hui qui est vraiment quelque chose chez nous qui devient vraiment importante. On avait tendance, dans nos premières startups, à dire bon, voilà, l'accessibilité, elle arrivera un petit peu après, parce que c'est toujours un peu plus compliqué, et les devs sont toujours un peu moins à l'aise avec ce qu'il faut faire pour rendre bien accessible une appli, et alors une appli mobile encore plus. Et aujourd'hui, maintenant, c'est terminé. Dès le départ, nos applis embarqueront un maximum de critères d'accessibilité et feront en sorte d'être le plus accessible possible. Je ne dis pas que c'est que ce sera 100% accessible, parce que voilà, l'accessibilité, c'est compliqué. Et puis, en mobilité, ça implique... il y a des outils qui sont en train de sortir en ce moment, des sortes de... Je ne sais pas comment expliquer, une sorte de clavier braille, mais qui peuvent être utilisés aussi avec le mobile. Voilà. Donc, c'est des outils qu'il faut qu'on découvre aussi, nous, qu'on arrive à appréhender, qu'on comprenne comment on peut les intégrer, les prendre en compte dans nos produits. Mais en tout cas, on va dire que le b.a.-ba des bonnes pratiques d'accessibilité, on s'efforce de les mettre en œuvre le plus tôt possible. Et vous avez bien raison, on le voit
encore aujourd'hui avec les directives des stores qui évoluent très vite, qui nous rajoutent des nouvelles obligations. On le voit sur la gestion, par exemple, la conformité CNIL vis-à-vis du tracking, vis-à-vis des cookies, etc., qu'on peut embarquer sur du mobile comme sur du web finalement. La législation reste la même. On a beaucoup de mise en conformité en cours et à venir. Hein, effectivement, le côté RG2A va s'appliquer à un moment aussi. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Et je te rejoins complètement dès le début. On sait très bien que si on repousse sur la fin, pas le prendre en compte et ce ne sera pas forcément le plus simple. Donc, effectivement, des éléments à prendre en compte dès le début, dès la conception de l'application. Juste pour finir sur ce sujet, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, le développeur, c'est vrai que ce n'est pas complètement natif de se dire il faut que je rajoute telle balise sur tel champ. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petites choses à faire qui sont relativement simples, mais voilà, il faut prendre le temps de le faire. Mais le fait de l'imposer dès le début maintenant, ça va les obliger à s'y mettre et je pense que bientôt ils s'en rendront plus compte. Ce sera une pratique de codage standard. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on veut réussir à avoir. Ok, merci beaucoup Eric. Côté Manitou, Mathieu, une préférence sur la page blanche, version ultérieure, une approche particulière? Alors, je pense qu'on n'a pas fait suffisamment d'applications mobiles pour pouvoir se dire si on a une préférence ou pas. En tout cas, on a un historique. Je le disais tout à l'heure, la connectivité est née réellement, a pris son essor réellement à partir de 2018-2019, au moment où on a décidé de connecter nos machines en standard. Et on a lancé une première application mobile, MyManitou, et qu'on a refondu avec Hippon Technologies. Hein, je ne vais pas trahir de secret. On est en train de lancer là, effectivement la deuxième version, MyManitou V2, on va dire, pour faire simple. Donc, j'ai donné une partie de la réponse dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on est parti d'une première version qu'on avait développée ou qu'on avait fait développer par une autre société. Et donc, on n'a pas choisi de partir d'une page blanche, en tout cas là, en 2020, quand on a choisi cette refonte. En revanche, on était effectivement parti d'une page totalement blanche en 2018, au moment où on a lancé tout ça. Simplement, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, alors, c'est particulier, ça dépend. Nous, on est vraiment dans une logique où on essaie de construire. On a le même service, le service derrière la connectivité. On est vraiment dans une construction dans le temps. C'est le début, etc. Donc, c'est jamais parfait du premier coup. Il y a pas mal de questions aussi sur le côté omnicanal, expérience utilisateur, etc. C'est le côté le plus complexe. J'ai envie de dire, créer l'application en tant que telle, créer le code avec les bonnes technos. Ok, je dis pas que c'est simple. Et on y arrive. On a de plus en plus de gens qui sont compétents pour faire ça, etc. En revanche, avoir la bonne application qui réponde aux bons enjeux des utilisateurs, quand en plus on a, nous, des distributeurs, plus des clients finaux, c'est là où ça devient un peu compliqué. Quelles sont les principales features à mettre en avant? Comment est-ce que je gère la relation? Qu'est-ce que je dois pousser? Est-ce que je notifie? Est-ce que je notifie pas? Je ne veux pas que ce soit intrusif par rapport à nos clients qui n'ont pas de lien forcément avec la marque au départ, etc. Donc, voilà, plus le fait que nous, on va pousser de la data, que la data, elle est collectée par nos machines, qu'il faut qu'on fasse l'association entre un système d'information legacy et un système d'information, on va dire, un peu plus orienté digital et data. On avait globalement des sujets autour de l'UX. On a pris la décision en 2018 de recruter un UX designer, justement pour travailler uniquement sur ces sujets-là. Mais c'est pareil, c'est difficile. C'est une application qui est dédiée en plus chez nous pour tous les utilisateurs de Manitou à travers le monde. Donc, il y a des cultures différentes, il y a des utilisations potentiellement différentes, il y a des couvertures GSM potentiellement différentes. On a des langues, on a des traductions. Enfin, voilà, on est même parti avec Hippon justement. On s'est dit pour tous les pays du Moyen-Orient notamment, où on a une lecture de droite à gauche, c'est pas la même chose que quand on utilise son app avec une lecture de gauche à droite. Donc, et c'est tout ça qu'on a appris finalement avec le temps, où on s'est dit on va peut-être limiter le nombre de fonctionnalités. C'est ce qu'on a fait. Et en revanche, on veut essayer d'avoir une expérience utilisateur la plus simple quelque part ou la plus évidente possible. Et c'est ça qui est important. On n'a pas voulu créer une usine à gaz quelque part, puisqu'en plus c'était nouveau pour nous. Donc les itérations sont indispensables. Il faut des itérations. Je pense qu'on a fait une erreur sur la première, ce que je vais appeler MyManitou V1 pour faire simple. On a fait une erreur, c'est qu'on a tout déployé en Big Bang à travers le monde, ce qui était pour toutes nos gammes de machines.
Voilà. Je pense que là, en termes de déploiement, on a appris du passé. Donc, on est revenu sur une logique de je fais un premier pilote. En revanche, on ne peut pas choisir sur quelle gamme de machines on déploie. Donc, on a plutôt choisi de faire des pilotes sur nos cibles. Donc, on commence avec juste quelques concessionnaires et donc les clients de quelques concessionnaires en France, en Angleterre, au Benelux notamment. L'idée, c'est de faire vraiment de manière cadencée pour se rendre compte si on a un problème soit dans la data, soit sur la partie IT, la partie authentification ou la partie UX finalement, ou voire même sur la fiabilité et le lien avec nos machines, parce qu'on est toujours on a le lien avec nos machines, quoi. Donc, il faut qu'on s'assure que l'application fournisse bien la même information que celle qui est fournie par nos machines par ailleurs. Bon, voilà, et puis globalement, on a aussi des fondations, j'ai envie de dire. Ça change aussi. Pour nous, en interne, on n'avait pas forcément côté IT les compétences nécessaires. Donc, on a choisi vraiment de sous-traiter à Ipon, en l'occurrence, là, vraiment des gens qui ont la compétence du mobile. En revanche, on a gardé chez nous toute la maîtrise de la data, des API qu'il y a derrière, de l'architecture qui tend vers une architecture microservice, etc. etc. Voilà. C'était important, on a bien limité. Là, finalement, l'application mobile fait du display de data et génère une expérience. Et ça, c'est vraiment… donc là, Ipon nous a accompagnés par rapport à ça, mais nous, on maîtrise tout ce qu'il y a derrière, plus la partie back-office, c'est nécessaire et c'est en lien avec nos systèmes ou avec les systèmes de nos clients, enfin de nos concessionnaires, j'ai envie de dire, de nos distributeurs indépendants. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur page blanche ou version ultérieure. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu exactement à la question, Willy, mais en tout cas, non, mais donné quelques éléments par rapport à Manitou. C'est très concret. Effectivement, il y a deux approches possibles, hein. Il y a le fait de partir, et c'est toujours intéressant, d'un produit existant. C'est compliqué de faire un bon produit dès le début. Il y a des choses du coup à apprendre. Donc, on intervient à ce moment-là à travers un audit technique, un audit sur le produit, vraiment un audit vis-à-vis du besoin, comme tu le dis. Et puis, on essaie de rattraper ce qui n'allait pas finalement. J'aime beaucoup la notion d'itération. Bien évidemment, on a beau faire tous les efforts et réfléchir à tout et intégrer l'utilisateur, etc. Il faut l'itération pour nous permettre de nous ajuster, de réajuster rapidement si nécessaire. Et puis après, sur la démarche page blanche, finalement, on tente justement de mettre toutes les gens de notre côté grâce à ce qu'on appelle un discovery, ou comme tu dis, on a une démarche user-centrique. On met l'utilisateur final au centre de la réflexion. On prototype, on fait des interviews comme vous l'avez souhaité le mettre en place dès 2018, ce qui permet de concevoir l'app qu'ils attendent et, comme j'ai dit, au nécessaire, derrière, pivoter rapidement grâce à des itérations assez courtes. Je vais juste rajouter un élément, Willy. Ce qui a été compliqué pour Manitou concrètement, c'est d'aller sur le terrain et d'aller voir des clients finaux. Encore une fois, ce ne sont pas nos clients à nous, donc c'est toujours un peu plus compliqué quelque part, hein. Ils sont clients de nos distributeurs qui sont eux-mêmes indépendants, etc. Donc, évidemment, on y est arrivé. Et en plus, c'est plus facile, évidemment, d'aller voir des clients en France, qui plus est dans la région Grand Ouest, proche de chez nous, même si on arrive facilement, que d'aller voir des clients sur le terrain au Moyen-Orient ou en Asie, hein. Donc, on a eu besoin aussi de relais au sein de nos filiales. Donc, alors, Manitou le permet parce qu'on a aujourd'hui une vingtaine de filiales, mais entre la culture, ce qu'on veut faire, nous, au niveau du siège Manitou, la manière dont c'est compris au niveau de la filiale, la manière dont c'est compris au niveau du concessionnaire et la manière dont c'est traduit sur le terrain par le client, il y a une chaîne de valeur qui est assez longue et c'est ça qui n'est pas forcément évident. Et donc, les itérations, ce n'est pas que des itérations de développement. C'est là où je voulais en venir. C'est que c'est des itérations aussi de feedback terrain. Il faut bien aller régulièrement sur le terrain, discuter. Tout à l'heure, Eric parlait de « je commence par la difficulté ». Quels sont vos pains, quels sont vos… quels sont vraiment vos irritants et il faut commencer par là. Nous, on n'a pas tout à fait fait ça parce qu'on était dans une logique d'innovation par rapport à la connectivité de la machine. Mais on y arrivera dans quelques mois ou dans quelques années. Finalement, c'est quoi vos irritants et en quoi est-ce que la connectivité et l'app derrière la connectivité peut vous aider vraiment sur le terrain dans votre métier au jour le jour. En tout cas, les itérations sur la partie expérience utilisateur, c'est évidemment clé. Je crois que ça fait partie des questions, mais effectivement, il y a une notion de feedback terrain qui est plus que nécessaire sur le mobile. Romain, je ne t'ai pas oublié, un avis sur ce sujet aussi Non, mais tout ce qui a été dit est très pertinent. Je suis ravi encore une fois d'être dans ces échanges. Et je pense que c'est très contextuel en fait. Aujourd'hui, une application mobile, on peut se dire que c'est un outil. C'est un outil qui va permettre d'aller toucher ses clients.
Si aujourd'hui cet outil, il répond aux besoins de votre time to market, si finalement vous arrivez à trouver des gens qui veulent bosser dessus en termes de compétences techniques, comme disait Mathieu, en termes de développement, ça veut dire que si finalement cette stack de développement elle est entre guillemets encore à jour, qu'elle est maintenable, qu'on arrive à travailler facilement, à aller vite avoir du feedback avec les utilisateurs, à faire vite des mises en prod, à aller vite chercher finalement des retours. Et que du coup, on veut capitaliser sur ce qu'on a, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de partir d'une page blanche, parce que c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est déjà une bonne base. Nous, au PMU, sur le projet là, dont je m'occupe en ce moment, sur tout ce qu'on a fait, c'était pas efficace. On avait 4 applications mobiles, on avait des code bases différentes, on avait des développeurs différents. Même entre 2 applications iOS, on partageait 0% de code, ce qui était vraiment du coup très coûteux. Et donc, du coup, on avait des time to market qui étaient longs, des équipes qui bossaient dessus qui n'étaient pas synchronisées. On avait des parcours qui étaient différents. Donc, c'était tout trouvé. En effet, en plus, on a voulu embarquer. Nous, on a été très loin. On a fait une refonte. Donc, on a pris, pour parler un peu tech, React et React Native. Et on a finalement capitalisé entre les apps et le web. Aujourd'hui, nos applications, elles partagent 80% de leur code avec le web. Et donc, finalement, on est parti d'une refonte totale. Technique certes, mais comme tu l'as dit Mathieu, on a été voir les clients, on a fait des design sprints, on a été user-centric, on s'est posé les bonnes questions, et comme le disait Eric aussi, on avait un existant très riche, et on s'est permis de casser des choses, de dire, d'aller prendre des chiffres côté data, se demander est-ce que ça marche? Ok, ça marche peut-être pas assez, donc on va le sortir, on va pas faire une refonte ISO plus des nouvelles features, ce qui n'avait aucun sens. Donc du coup, on a été écouter nos clients, on a réfléchi et on a finalement, grâce à une technique qui nous a permis de faire justement du tout en un, si je puis dire, de desservir le web et les natifs ensemble, on a fait une refonte d'une page blanche pour arriver à un résultat final parce que justement on avait besoin pour que les évolutions, on va en avoir plein et qui vont arriver, nous coûtent moins cher, soient plus rapides, qu'on passe d'un time to market de 3-4 mois à même pas un mois. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et du coup, on l'a atteint. Ok. Et effectivement, enfin, on va pas faire que technique, mais quand tu parles de cross-platform, souvent on parle de baseline commune pour Android, iOS. Je trouve ça vraiment pertinent d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des solutions de cross-platform comme React Native, on ne va pas les citer, qui permettent en plus d'avoir une base de code commune pour le web. Donc demain, souvent, même si on a des parcours différents, voire identiques dans le cas de Manitou, on a PMU, pardon, on a souvent finalement des choses communes à partager et autant justement en profiter pour avoir ce corps justement, ce code qui va simplifier la maintenance, qui va faciliter, qui va améliorer le time to market, etc. Et il y a une vraie réflexion à avoir quand on démarre un projet, que ce soit from scratch ou du recovery. Il y a une vraie réflexion à avoir sur la technique, effectivement. Ouais, il y a un curseur à réussir à placer, je pense, par rapport à ce dont on a vraiment besoin, parce que c'est pas non plus la panacée. Il faut quand même savoir que aujourd'hui, nous, on va développer un nouveau pari, on va le répliquer partout avec potentiellement un seul développement. Par contre, il va falloir le tester partout derrière aussi. Et donc, cette qualité, c'est un intangible. Donc, par contre, ça a quand même un coût. Donc, tous les coûts ne sont pas tirés vers le bas, au contraire, mais en tout cas, c'est vrai que ça permet vraiment de gagner en réactivité puis en cohérence de parcours, surtout quand on pense omnicanal. Et je rebondis, alors même si ça casse un peu ta présentation, Willy, désolé. Mais du coup, quand on parle mobile comme ça aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'on est sur une PWA ou est-ce qu'on est sur des applis natives? Nous, on se pose souvent cette question-là. On a testé la PWA sur une appli pour la prévention en santé sexuelle des jeunes de moins de 25 ans. Voilà, ça s'est bien passé. On était parti du principe de se dire que pour un jeune, installer une appli, il n'allait pas vouloir forcément avoir ce type d'appli d'installer sur son mobile et qu'il n'irait pas jusque dans le store pour la télécharger. Par contre, qui pourrait éventuellement faire la petite manip qui est un petit peu, qui n'est pas forcément hyper simple, ou hyper intuitive, pour rajouter l'application sur son bureau. Et finalement, aujourd'hui, on est en train de se dire qu'on va sans doute faire transformer cette appli en appli native iOS, Android, parce que
les PWA, ça nous pose quelques soucis techniques et il y a pas mal d'adaptations à faire. Enfin, voilà, c'est pas si simple que ça. Et donc, après, on est. Mais sur les stores, il y a d'autres problèmes. Hein. Je ne sais pas si j'anticipe trop, mais c'est vrai qu'il y a toute la problématique de publication qui est compliquée, qu'il faut beaucoup anticiper. Parce que voilà, ça marche pas. Pour le coup, on a ce qu'il faut par rapport au code avec du React Native, par exemple. On dit bon, ok, on a un seul code et on peut pousser des deux côtés. Par contre, après, les workflows sont différents si c'est Android ou si c'est iOS. Et il n'y a pas les mêmes types de contrôle, il n'y a pas les mêmes interactions. Ça peut passer vite d'un côté, moins vite de l'autre. Et puis ça peut passer très vite une fois, et puis là, la fois d'après, c'est bloqué. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est assez compliqué. C'est vrai, nous on est en plein dedans en ce moment là, et je confirme, hein, comme le disait Willy, il faut anticiper. Je pense que les soumissions, c'est un vrai sujet parce qu'on est tributaire finalement, hein, de la Google en ce moment, par exemple, c'est très lent parce qu'ils ont des problèmes de staffing sur les gens qui valident. On est tributaire de ça. iOS, ils sont perfectionnistes, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec leur nouvelle réglementation par rapport à la vie privée, au tracking, c'est pareil, c'est contraignant. Et on n'est pas à l'abri. Nous, ça nous arrivait il n'y a pas longtemps de se tromper sur la pré-popine pour le tracking. On a mis en avant trop vite le bouton autorisé et on s'est fait retoquer tout de suite. Attention, il faut que ce soit agnostique et que l'un et l'autre aient le même poids au vu du client, tout simplement. Donc oui, je partage, Eric, il y a beaucoup de soucis comme ça. Après, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, sur React Native, tu as des petites subtilités qui font que tu peux ne pas passer par la case store à tous les coups, et ça, c'est quand même bien pratique. Ça, c'est pas mal pour faire rester les gens. Effectivement, ça nous a fait aller directement sur l'autre slide. On va pas parler maintenant des choix techniques, des bons ou mauvais choix techniques mobiles en fonction du besoin. Toujours pareil, hein, ça reste vis-à-vis du besoin, vis-à-vis des compétences internes, vis-à-vis de tout ça. PWA, ça peut rester une solution. Ça reste du pure web. Ça peut rester une solution. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement cette notion de store. PWA, on s'abstrait des stores, même si sur Android, on peut aller sur les stores avec de la PWA. À l'inverse, par rapport à la question qu'on pose, justement, quelle organisation pour optimiser son time to market? Je pense que les stores mobiles qui apportent finalement un nouveau canal de publication, qui vont apporter un autre canal pour communiquer vis-à-vis de l'entreprise, du groupe. Est-ce que vous avez des contraintes par rapport à ça ou des conseils ou justement ou d'autres sujets que les stores pour optimiser ce time to market? Romain, justement, Eric, pour rebondir là-dessus. Oui, c'est vrai que tu le dis, nous on fait du web et du mobile en même temps, et des apps. Donc c'est vrai que sur la partie web, on est sur le cloud, c'est très facile, on fait du push button, hop, en 3 minutes c'est déployé, la map est finie. On a découvert vraiment là, dans nos équipes ce flow de publication qui est des fois un puits sans fond, et comme le disait Eric, c'est différent entre Apple et Android. Il y a une vraie étude, une vraie formation à avoir au début pour prendre en main leurs outils finalement. Et nous, typiquement, pour réduire notre time to market, même au-delà de la publication, en fait, on s'est intéressé pendant nos sprints, on s'est dit un petit peu, ça coupe un peu avec le point suivant, mais comment est-ce que finalement on va partir d'un besoin, on va avoir une feature, on va la développer, et une fois qu'elle sera validée, donc testée, nous on a des testeurs dans les équipes et des product owners qui valident derrière aussi, une fois qu'elle est validée, comment est-ce qu'on fait pour l'amener justement à la production? Mais même pour la valider, sur des applications natives, en fait, du coup, c'est quand même un flow différent finalement. C'est pas, tiens, juste j'ai poussé ma feature branch côté web, je l'ai déployée sur un environnement à la volée, tu peux tester et vas-y. Et finalement, on a réussi à faire pareil, nous aussi, sur les apps. C'est comme ça qu'on a découvert justement Code Push, qui nous permet justement sans trop rentrer dans la technique, de modifier la partie JavaScript des apps de React Native. Et finalement, nous, aujourd'hui, nos product owners, ils ont une application de test. Ils ont un petit menu caché, et quand le développeur lui dit, tiens, quand j'ai Kevin qui dit, tiens, j'ai poussé mon développement, le product owner sur son appli va choisir Kevin, il va mettre à jour en temps réel son application mobile, et il va pouvoir tester le développement de Kevin et lui dire, OK, je valide ou je valide pas. Et finalement, donc ça nous permet de gagner déjà en time to market en termes de développement, puisque finalement, on n'a pas besoin de versionner ou de dire, tiens, connecte ton téléphone à mon ordi pour que je te mette la version. On gagne un temps fou, et on peut le faire à distance. Donc là, en remote, c'était vraiment cadeau. Et c'est vrai que là, on arrive sur un moment où ce type de déploiement, pour potentiellement des hotfix ou des fonctionnalités mineures, vraiment mineures, on peut le faire aussi à distance sur nos apps de prod,
C'est-à-dire que demain, si on a un bug en prod, on peut code pusher un hotfix sans passer par la case store. Et donc, dès que l'utilisateur va mettre son application en background, on va checker s'il y a une mise à jour. Si c'est le cas, elle se met à jour dès qu'il la relance et c'est fini. Et ça, c'est vraiment un super atout dans la réduction de notre time to market, parce que c'est justement les apps qui augmentent notre time to market, finalement. Alors C'est quoi l'outil que tu as dit que tu utilisais, pardon? J'ai pas bien compris. C'est un outil, c'est Code Push, c'est Microsoft qui fait ça. D'accord. Merci pour la pub. Effectivement, c'est un beau tips. Alors après, par contre, j'en parlais à un expert côté Ypon mobile, côté iOS. Un ayatollah, ils sont un peu extrémistes souvent les experts iOS vis-à-vis des guidelines des stores. Et je pense que c'est important, ça va rejoindre l'idée de comment anticiper les blocages. Déjà, bien connaître les guidelines des stores, bien connaître les limitations avant de partir, savoir quand on fait du social auth qu'il faut mettre de l'Apple Connect en même temps, sinon on va être bloqué par Apple. Savoir toutes les guidelines, les connaître. Et justement, quand je lui ai parlé de ton outil, il m'a dit attention, Apple refuse que des déploiements de nouvelles features soient masqués, soit en dehors du store. Donc, les nouvelles features, en effet, il faut faire vraiment gaffe. En fait, tout ce qui va changer l'UI de ton appli, il faut faire très attention parce que là, tu peux te faire retoquer. Donc, soit quand je dis quand c'est du code fixe ou, par exemple, je ne sais pas, rajouter finalement peut-être des choses qui ne se voient pas vraiment. Tu vois, si tu changes le format de ton appli, en effet, tu vas te faire retoquer, je pense, au bout d'un moment. Faire attention. Exactement. Et après, si je peux me permettre, pareil, pour faciliter, éviter les problématiques sur les stores de validation qu'on connaît tous, n'hésitez pas à anticiper ces délais, justement. Donc, publier au plus vite, même publier en bêta fermée, ce qui existe sur les différentes plateformes comme Android, ce qui va vous permettre, même si vous n'utilisez pas la bêta fermée, de réduire le temps de validation finale de votre publication. Actuellement, sur Google, on a des soucis. On l'a vu, là, moi, j'ai expérimenté cette semaine. On vient de faire un déploiement d'une application mobile. Et finalement, Google a mis plus de temps qu'iOS. On était assez surpris. On ne l'avait pas anticipé. Ils ont des problèmes actuellement avec le Covid, je crois. En tout cas, c'est ce qu'ils écrivaient dans leur message. N'hésitez pas à anticiper justement ces bêtas fermées pour réduire le temps de validation finale de la publication. On souhaite tous, quand on clique, que l'application soit publiée au mieux ou au pire le lendemain. Et là, c'était un peu plus long. Moi, je peux qu'abonder dans ton sens. Comme tu dis, on a eu des problèmes de validation. Ils ont moins de personnes. Côté gambling, ils ont mis un algorithme en place récemment qui était erroné et qui relevait trop de faux positifs. Donc, moi, ils m'ont dit il y a d'autres concurrents là, comme le PMU qui sont impactés. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de bêta. Et là, j'ai fait les vraies soumissions il n'y a pas longtemps. Et pour le coup, en moins de 24 heures, on a eu les applications de prod qui ont été acceptées. Alors qu'on a passé 3 semaines à faire valider nos bêtas avant. Et nous, petit retour, parce qu'on vient de se tomber dans le piège. On n'était pas passé par bêta, mais on était passé par application privée qu'on pensait ensuite pouvoir transformer en application publique. Et non, ça ne marche pas. Donc, on va sans doute devoir repasser par tout le workflow. Enfin, voilà. Heureusement, on a anticipé, comme dit Willy, mais voilà, c'est vrai que c'est pas... Le plus vite on peut partir en prod, c'est toujours le même principe, mais le plus vite on est en prod, et le mieux c'est. Ok. On est tous très bavards, donc c'est bien, il y a plein de sujets qui fusent. On a une dernière slide sur nos changements de technologie, méthodologie à utiliser. On en a déjà parlé un peu. Je ne sais pas s'il y a des éléments à rajouter sur une méthode dédiée, mobile, particulière au mobile, et sur la technologie aussi, si vous avez mis en place des choses particulières pour le mobile, côté PMU, côté Manitou, Eric, côté Fabrique du numérique, je ne sais pas trop. Je peux juste dire que nous, on utilise Expogo pour faire l'environnement de staging. Donc, tout ce qui nous permet de tester avant de pousser réellement sur le store. Voilà, ça marche plutôt bien. Android, iOS. Non, moi, je le disais aussi de notre côté, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est CI/CD, déploiement et validation, finalement, à la volée de nos développements sur nos applications natives, on a cette petite astuce de code push qui nous permet d'être très fluide. Après, je pense que c'est plus un conseil, mais c'est vrai qu'on s'est tous fait avoir aussi, et encore plus en confinement. Il faut que les testeurs ils aient des tablettes, qu'ils aient des devices Android, iOS, et pas forcément des devices trop performants. Il faut faire attention à ça, parce que on se fait souvent avoir à tester sur l'iPhone 12 qu'on a commandé hier et sur
et sur les derniers Galaxy, etc. Et puis en fait, quand on teste sur notamment du web mobile, sur un Android ou un iOS un petit peu ancien, mais que les gens utilisent encore, on voit que les perfs, des fois, sont pas au rendez-vous. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça, je trouve aussi à la web perf et à s'équiper, anticiper de s'équiper au niveau testing, en fait. Parce que l'air de rien, c'est un coût aussi à prévoir de se dire que oui, il faut être équipé comme nos clients, en fait. Et nos clients, ils n'ont pas tous des devices dernière génération. Ok. Merci Romain. Juste pour conclure pour Eric, je fais un appel. Eric, leurs projets sont sur code source, c'est de l'open source. Donc je fais un appel aux contributions. Si vous souhaitez participer à l'ensemble des projets, n'hésitez pas. On va vous mettre le lien Git en question dans le chat. Et puis Florian, je te redonne la main. Merci Willy. Merci à tous les quatre. Je pense il nous reste 10 minutes, on va passer aux questions. Il y en a pas mal. Alors, une question intéressante sur les métriques de Mylis. Quelles sont les métriques d'une application réussie une fois lancée sur le marché? Ok, je peux commencer, n'hésitez pas. Pour moi, il y en aurait. C'est pas pour la parole. Mais c'est simple, c'est les 4 étoiles déjà. On trouve qu'une bonne note sur les stores, c'est entre 4 et 5. Donc, c'est un peu la métrique la plus simple. Les feedbacks, finalement, les feedbacks du terrain aussi, des utilisateurs, c'est extrêmement important. Une application ne s'arrête pas au déploiement sur les stores. C'est là que ça commence. C'est là où il faut commencer à regarder les feedbacks, les notes, etc. Donc, pareil, on a des outils pour monitorer la qualité applicative. Il faut aussi en tenir compte parce que ça rentre en compte dans le référencement sur les stores qu'on appelle ASO. Donc voilà, il y a différentes métriques à prendre en compte. Je ne sais pas si Romain, tu voulais. Non, mais c'est ça. En complément, je dirais, c'est bien surveiller aussi tout ce qui est justement taux de crash, des choses qui peuvent arriver, justement, vraiment monitorer tout ça. Nous, je sais qu'on a des outils, on embarque des SDK un petit peu complémentaires justement pour monitorer tout ça et s'assurer que tous les clients vivent une bonne expérience. Ok. Et après, pour la bonne métrique, je dirais que c'est chaque fois c'est propre aussi à l'impact qu'on veut avoir et qu'on veut avoir sur l'appli. Donc, c'est faire attention évidemment aux métriques de vanité. J'ai eu tant de téléchargements, c'est que ça marche. Enfin voilà, c'est pas forcément corrélé. Ok. Alors, on en a parlé un petit peu tout à la fin, mais on a une question de Valérie. Sur les tests, est-ce que vous testez sur différents devices? Utilisez-vous des outils qui permettent d'émuler les devices? Et est-ce que avez-vous mis en place des tests auto sur vos apps? Ça, c'est un grand sujet. On teste, oui, on teste. Nous, comme je disais, on s'est beaucoup équipé en device physique parce qu'on s'est rendu compte que les émulateurs, notamment, sont quand même potentiellement assez différents de ce qui se passe dans la vraie vie quand on a déployé sur nos devices. Donc, on a une armada de testeurs aussi dans nos équipes qui savent maltraiter nos applis et les tester. Donc, on a beaucoup de tests manuels et exploratoires. L'automatisation sur React Native, on est parti sur Detox qui permet d'en faire. On n'en a pas encore assez à mon goût. On en a, mais c'est vrai que c'est important, notamment nous, quand on va avoir après des problématiques de parallélisation, puisque forcément, il y a toujours un moment où on veut travailler à plusieurs, ou voire à trop sur un projet, et ces tests auto, ils sont super importants pour s'assurer qu'il n'y ait pas de régression, justement. Et pouvoir justement aussi, on parlait de time to market, c'est ça aussi, hein, si je fais une petite feature que je veux la pousser rapidement, si je ne suis pas en mesure de savoir rapidement si j'ai rien cassé, je vais perdre du temps. Et vraiment le conseil que tu as donné tout à l'heure, hein, de se mettre de penser à tester sur des devices des fois avec des définitions vraiment faibles, enfin, ou pas l'iPhone 12 comme tu disais, enfin, c'est des choses qui ça fait sourire, mais des fois on n'a pas forcément le device comme ça sous la main, donc il faut se trouver l'émulateur qui va bien, soit trouver la personne qui a ce qu'il faut, mais voilà, les performances c'est compliqué sur le mobile, surtout dans le monde Android, je trouve, où il y a vraiment c'est très hétérogène, les devices qu'on peut trouver. Si je peux juste compléter, je voudrais dire pour qui ça rejoint en fait les deux questions préalables. C'est une app qui a été testée vraiment en profondeur
En plus, pour nous, en lien avec le back-office qu'il y a derrière, en lien avec la machine qu'on a à côté qui va émettre de la donnée, etc., ça nécessite énormément de tests. Les automatiser, c'est loin d'être simple. Très, très loin d'être simple. Alors, en tout cas, je tiens juste à dire que plus on fait de tests, et plus on a des chances d'avoir une app qui fonctionne derrière. Donc, c'est sûr c'est une notion de 80-20, comme souvent. On peut pas non plus tout faire. Mais nous, on s'en est rendu compte aussi sur notre app MyManitou V1 était très certainement pas assez testée, mais on était très très loin. Voilà. Et donc, on a mis vraiment l'accent aussi sur les tests avant update et release sur les stores. Sur cette app V2, c'est clé. Et je suis d'accord, évidemment, sur le fait de tester sur des téléphones et sur des devices très différents. Bon, voilà, nous, les artisans, les agriculteurs, en fonction de la région du monde, on a de tout en termes de device. Donc, voilà. On a surtout les Android, d'ailleurs, globalement. Et juste, désolé, je rebondis juste, mais ça fait le lien aussi avec la question d'avant. C'est si on ne teste pas assez, on envoie une application buggée. Si on envoie une application buggée, les gens vont sur le store et mettent une mauvaise note. Et si on commence à avoir une mauvaise note dans les stores, c'est compliqué de rattraper ça derrière parce que les autres personnes arrivent pour le télécharger, elles voient qu'il y a une mauvaise note, que les gens s'en plaignent, donc elles n'installent pas l'application. Ok, ça peut rejoindre effectivement une autre question. Quelles sont vos astuces pour fidéliser les utilisateurs sur le mobile? Comme tu le dis, en cas d'insatisfaction, les personnes vont vite sur le store pour le présenter. Il faut aussi profiter de la satisfaction. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un parcours d'accompagnement à la notation. Suite à une action positive sur l'application, demander à l'utilisateur de noter. S'il est satisfait, on le redirige vers les stores. On lui facilite la redirection vers les stores parce qu'on sait qu'on va avoir normalement une bonne note. À l'inverse, souvent, s'il est insatisfait, on a tendance à le rediriger vers la FAQ ou un mail de contact, ce qui lui permettra de nous expliquer pourquoi il est insatisfait sans forcément le remonter sur les stores. Voilà. Il y a des techniques qui existent pour fidéliser, parce que ça nous permet quand même de prendre en compte des feedbacks négatifs, mais aussi améliorer justement l'image de son application sur le store. Je pense que d'un point de vue fidélisation, ce qu'il faut aussi, c'est une application avec des mises à jour régulières, récurrentes, que ce soit du hotfix, on a toujours de la maintenance corrective, maintenance préventive pour préparer les futurs devices, mais aussi apporter des nouvelles features. C'est vraiment ça qui va vous permettre de fidéliser vos utilisateurs. Ils vont voir une mise à jour, ils vont vouloir cliquer dessus, ils vont vouloir découvrir ce que vous avez apporté. Donc voilà, je me permettais de répondre en même temps à la question de Maritza. L'autre astuce qui existe aussi, c'est quand on voit qu'une personne rouvre plusieurs fois l'application, on peut en déduire qu'elle la trouve bien, et c'est à ce moment-là, on le voit dans pas mal d'applications qu'on a la petite pop-up qui dit est-ce que vous voulez noter, mettez une note, laissez un commentaire sur le store. Enfin voilà, ça fait les moments qu'on se dit que s'il l'utilise, c'est qu'il il va mettre quelque chose de positif. Ok. Je ne sais pas si Florian, tu avais identifié d'autres questions. Oui, il y a une question intéressante d'Antoine sur les enjeux de terrain versus l'application. C'est plutôt pour PMU et Manitou. C'est est-ce que vous avez... j'essaie de la reformuler. Est-ce que vous avez des initiatives finalement pour favoriser l'innovation terrain et potentiellement impacter votre roadmap? Ok, votre app. Je commence et puis Romain, je te laisserai compléter. Je peux simplement dire que chez Manitou, on n'en a pas suffisamment. C'est évident, c'est lié aussi à cette chaîne de valeur qui est un peu longue. En tout cas, on fait tout pour obtenir du feedback et pour obtenir des remontées terrain. Et c'est pour ça qu'on est en train de constituer aussi des équipes, on va dire, qui sont là pour aller écouter vraiment les remontées. Et on n'a certainement pas suffisamment aujourd'hui d'initiatives, des initiatives bottom-up, j'ai envie de dire, pour remonter des idées d'innovation. Mais je pense qu'avec une application, je le disais tout à l'heure, notre application V1 était pas bonne, elle marchait pas bien. On est en train de lancer la V2. Si l'application marche et si nos services globalement commencent à fonctionner, et ben alors ça va créer un cercle vertueux et il faudra effectivement mettre en place ce genre d'initiative. Je pense que la question était très bonne, Antoine. Oui, pour compléter, au PMU, nous, on écoute beaucoup nos clients. Après, est-ce qu'on écoutera toujours assez nos clients ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, on essaye beaucoup. On a un service client qui est au top
qui est aux petits soins avec nos clients, qui nous remonte aussi des fois beaucoup de choses. On fait beaucoup d'études par ailleurs aussi, notamment. Là, nos applications, on les a très fréquemment testées. Bon, à l'époque, c'était en glace sans teint. Maintenant, c'est plutôt avec d'autres méthodes. Mais en tout cas, on essaie d'écouter et de voir un petit peu comment ils réagissent. Je rejoindrai aussi quand même Mathieu. Je pense qu'on peut le faire encore. On peut toujours faire plus. Et ça vaut le coup parce que finalement, c'est pour eux qu'on travaille. En tout cas, voilà, nous, on essaye de jamais s'arrêter d'innover ou d'écouter nos clients, c'est sûr. Ok. Eh ben, merci à tous. Je pense qu'on va conclure. On arrive à la fin de la table ronde. Donc, merci à tous. Je vous ai repartagé dans le chat le lien vers le concours pour gagner le Discovery mobile. J'ai également partagé un rôti, enfin un sondage, pour puiser, juger de la qualité de l'intervention. Concernant le replay, il sera disponible juste après, dès que le live est terminé. Et puis voilà, moi je vous remercie de votre participation. Je me permets juste, effectivement, moi je remercie l'ensemble des participants pour les échanges, pour la richesse là, des échanges, c'était top. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je mets mon adresse email dans le chat. Et puis voilà, moi c'est mon mot de la fin, je m'arrête là. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.